Mercredi 4 septembre 2024. Alors nous allons analyser, débattre, commenter sur l'actualité du jour en République démocratique du Congo comme chaque matin, lundi à vendredi sur Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa ainsi que sur notre chaîne YouTube www.cctv Ralique officiel. Merci de nous rester fidèles. Alors avec nos invités ce matin, Serge Nteka et Philippe Kazadi, nous allons parler de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Avec cette guerre des chiffres, après le vice-ministre de la Justice, il y a le bilan établi par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabeni, qui parle de 120 morts, alors que son collègue de la Justice, le vice-ministre, avait parlé des 2 morts. À ce sujet, les organisations de droits de l'homme appellent à une enquête indépendante, remettant en cause donc ces chiffres émis par, donnés ou présentés par les 2 membres du gouvernement. Et nous parlons aussi des responsabilités par rapport à cet incident et puis que faire dans l'avenir pour ne plus revivre ces genres d'incidents. Vous aurez des commentaires et des analyses de nos 2 invités dans ce plateau des kiosques. Alors, coopération Afrique-Chine, c'est le forum Chine-Afrique qui se tient en Chine. Le chef de l'État y est. À ce sujet, il y a le journal La Trompette, les hebdomadaire La Trompette, qui a titré FOCA 2024, Félix Tshisekedi rend hommage à la Chine. Ce journal est donc revenu sur les discussions que le chef de l'État avait eues avec son homologue chinois, des discussions qui ont porté sur la coopération bilatérale, les relations commerciales et diplomatiques, avec un accent sur le soutien de la Chine à la République démocratique du Congo. Dans sa page intérieure, le journal La Trompette revient sur l'ouverture du forum RDC Chine avec le vice-premier ministre, ministre du Transport Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a inauguré et clôturé au nom du chef de l'État ce forum RDC Chine, le premier forum qui s'est tenu donc à Beijing. Jean-Pierre Bemba, c'est ce forum qui a marqué une étape importante dans les relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Chine. Je vous convie donc à lire ce journal La Trompette pour plus de détails, plus d'informations sur ce forum, l'ouverture et la clôture qui a été faite par le vice-premier ministre, ministre du Transport Jean-Pierre Bemba Gombo. Merci, madame, monsieur. Alors, nous débutons par la coopération sino-africaine. Serge Nteka, qu'est-ce qui vous inspire Oui, je commencerai d'abord par rendre hommage aux enseignants, ceux-là qui ont repris à leur corps défendant le chemin de l'école, parce que les négociations entre les bancs syndicaux et les gouvernements n'a pas abouti, n'a pas donné de résultats. Et d'une part, du côté gouvernement, on nous donne l'impression que tout était au point et que les cours ont repris au niveau de l'EPST. Mais en réalité, les enfants dans certaines écoles, ils vont, mais les cours n'ont pas commencé. Évidemment, on me dira que c'est le démarrage et tout, mais la motivation n'y est pas. Alors, si on veut détruire vraiment un pays, moi je crois, il faut négliger les secteurs de l'information. On va en Chine voir quoi? On court et rendez-vous compte, c'est tout un continent face à une nation, Chine soit-elle. Et on est fiers de dire Chine-Afrique ou Afrique-Chine. Pourquoi ça ne serait pas RDC-Chine? Et Nasanga Nawana, on est en droit d'espérer quoi? Vous me trouverez un peu révolté, mais moi je me dis, la Chine, cette Chine-là est devenue cette Chine parce que la Chine a privilégié l'éducation, l'école. On peut s'inspirer alors l'expérience de la Chine. Oui, mais on va s'inspirer, on va dupliquer
est-ce que les enseignants chinois sont traités comme les enseignants congolais le sont? Mais on va devenir comme la Chine. Comment si on ne sait pas commencer avec des préalables? Moi, je suis dans le vrai. Moi, je ne suis pas dans les tralala, je ne suis pas dans les discours politiciens. Si nous voulons, la Chine est allée à l'école des Occidentaux, des États-Unis, de l'Europe, entre autres, et du Japon, un tout petit peu, pour apprendre ce que les autres faisaient. Pendant presque 30 ans, la Chine a fonctionné en vase clos pour exploser, pour devenir la toute-puissance qu'elle est. On ne deviendra pas les grands Congo seulement avec les 2 345 000 km 900. Non, non. On deviendra les grands Congo par la qualité des femmes et des hommes qui vont constituer ce pays. Que vaut l'homme congolais aujourd'hui? Que vaut le diplôme décerné ici? Vous sortez avec votre diplôme, vous allez demander l'inscription dans les universités à l'étranger. Je n'aime pas parler contre mon pays, mais malheureusement, je ne vois pas d'autres alternatives. Et vous savez, quelle réponse on réserve à notre instruction, à notre système éducatif aujourd'hui, qui de plus en plus s'enfonce. On s'encense, on se félicite, mais en réalité, est-ce que les universités de notre pays sont catégorisées parmi les 100 universités du monde ou les 20 d'Afrique? Top 20 des universités, on nous retrouve, nous. Et quand nous allons en Chine, le sommet Chine-Afrique, c'est pour espérer quoi? Dire que on nous a tellement matraqués, massacrés et confinés avec les relations bilatérales et multilatérales en Occident. On vient chez les Chinois, mais les Chinois sont aussi capitalistes que les Américains. Les Chinois sont aussi capitalistes que les Occidentaux, les Européens. C'est-à-dire qu'on ne va rien tirer de cette coopération. Non, non, non. On peut en profiter pour importer aussi nos produits. C'est pas ce que je dis. Oui. Si nous y allons avec l'idée que les Chinois vont faire mieux, c'est faux. La Chine d'aujourd'hui, ce n'est pas la Chine d'hier. La Chine d'aujourd'hui est capitaliste. La Chine d'aujourd'hui investit $1 pour récupérer 5, pendant que les Occidentaux investissaient $1 pour récupérer 3. L'exemple le plus proche, c'est les contrats chinois. Les dollars contre les infrastructures. Qu'est-ce que nous avons obtenu en réalité? Et non seulement on n'a pas obtenu grand-chose à la hauteur de nos attentes, on a été floué grâce à Gilles Alinguete. L'occasion ici de saluer le travail de l'inspecteur chef de service, l'inspecteur général chef de service, Gilles Alinguete, qui a pu déceler la tricherie et puis on est remonté après de 7 milliards. C'est-à-dire que cette Chine-là que nous voulons, devant laquelle nous voulons nous agenouiller, nous fout déjà nos dribbles. Notre solution ne viendra ni de la Chine, de l'Orient, ni de l'Occident. Non, pas du tout. La solution viendra... Nous participons, pour revenir à votre question, et nous allons échanger avec les autres États par rapport à l'état de coopération, par rapport à ce que la Chine peut apporter. Très bien, la Chine est très disposée. La Chine nous a construit ici le palais du peuple, le stade de martyrs et beaucoup d'ouvrages. La Chine a donné des prêts ici sans intérêt, pendant que les autres, mais cette Chine-là a cessé d'exister. Alors il faut réchauffer. La Chine qui est ici, qui est présentement là, c'est le turbo-capitalisme. La Chine qui peut te fabriquer un téléphone de grande qualité avec des clones de moindre qualité, ce que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'à ce point-là, elle est même plus dangereuse que les autres. On a les exemples des routes ici faites par des Chinois. Et nous allons là-bas, nous allons discuter de tout ce cela dépend de nous, c'est un de ces cas. Parce qu'ils peuvent venir, quand vous parlez par exemple des téléphones, si nos services sont un peu plus regardants, les services de frontières, ça n'entrera pas. Vous savez, si vous êtes quelqu'un de qualité, si vous êtes professionnel, si on vous propose quelque chose qui est en deçà de vos attentes, vous refusez de le faire parce qu'il y a la marque. On protège le label. C'est-à-dire que les grandes marques ne se permettent pas tout. Alors, si vous avez le souci de votre crédibilité, je pense qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais si il y a des gens, des pays qui acceptent d'aller en dessous des standards au motif qu'on peut gagner, raison pour laquelle j'ai dit que c'est même beaucoup plus pernicieux que les autres, parce que peuvent vous faire
des à peu près au prix de ce qui est des standards, de ce qui est standard. Donc, ce sommet à la fois suscite de l'espoir, mais aussi des inquiétudes. Ce que je venais de dire là, il faut le mettre dans le registre des inquiétudes. Nous y allons pour ramener quoi ici? Parce que les Chinois sont allés en Occident, ils ont ramené la technologie, ils ont fait des TGV, mais avec comme condition qu'on puisse procéder au transfert des technologies, c'est-à-dire que des Chinois soient là à la fabrique et la réalisation. Mais nous, qu'est-ce que nous obtenons? Nous allons acheter sur l'avenir. Le discours lors du forum où ils appellent, par exemple, à nos hommes d'affaires d'exporter des produits agricoles, notamment les piments. Là aussi, ça peut aussi être intéressant quand nos produits sont exportés. Madame, si vous avez été en Chine, si vous voyez, en fait, il y a des énoncés protocolaires, il y a des choses qu'on dit pour, c'est-à-dire pour plaire. La Chine est une grande puissance agricole. Aujourd'hui, la Chine produit tout. Si vous allez en Europe, vous allez à Château-Rouge, là où les Aïrois vendaient les Matembele, vendaient le Pondou, vendaient le Kwanga, ce sont des Chinois. Ce ne sont pas des Kwanga qui viennent de Kinshasa, ni de Brazza. Ce n'est pas pour autant qu'on doit croiser les bras. Non, je ne dis pas pour autant croiser les bras. Mais quand on dit qu'on peut exporter, quelle est la chaîne de production ici au Congo? C'est-à-dire, on ne pose pas le vrai problème. Merci, Serge. On pose pas... Philippe Kazadi. Philippe Kazadi, coopération Chine-RDC. Une seule question par rapport à ces sujets. Qu'est-ce que ça vous inspire? Merci beaucoup, madame. Je salue mon aîné Serge Ntsika. Je suis honoré de partager le plateau avec. Je dois d'abord dire que, en réalisant un peu ce qu'il dit, c'est que dans les relations internationales, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. C'est à chacun d'apprêter ce qu'il apporte et de savoir ce qu'il va recevoir. Vous avez bien posé la question, nous allons en Chine, mais pour récolter quoi? Je pense que cette question devrait être éclairée par la délégation congolaise qui se trouve là-bas, ou bien le gouvernement qui doit nous donner ce que la RDC devrait effectivement attendre de la main. On ne peut quand même pas trouver seulement le côté négatif. Moi, je pense qu'il y a un côté positif dans ces assises, parce que non seulement qu'on rencontre la Chine, mais on rencontre également d'autres nations. C'est un forum qui permet aux États de pouvoir échanger. Malheureusement, tout n'est pas à mettre à la place publique. La Chine s'est révélée déjà un partenaire stratégique et crédible. Vous avez rappelé les éléments qui ont marqué l'histoire de la RDC, de relations entre la RDC et la Chine. Mais quand vous regardez du côté de l'Occident, je pense que vous ne faites pas la plaidoirie de l'Occident, mais quand vous regardez du côté de l'Occident, qu'est-ce que l'Occident nous a laissé dans ce pays? À part nous imposer un dictateur, à part combattre des régimes sur le plan politique. Donc moi j'ai toujours dit que si vous voulez vous asseoir votre pouvoir et s'éterniser au pouvoir, coopérez avec l'Occident. Mais si vous voulez impulser les développements dans votre pays, coopérez avec la Chine. La question du capitalisme chinois, je crois que c'est un capitalisme, je dirais, humain, ou même modéré par rapport à l'Occident. La question de fabrication de téléphones de différentes qualités, vous avez bien évoqué que c'est une responsabilité qui vient évidemment à nos services. Nous avons ici l'OCC. Qu'est-ce que l'OCC fait pour, en ce qui concerne le contrôle de marchandises à nos frontières? Qu'est-ce que l'OCC fait? L'OCC peut nous faire rentrer n'importe quoi. Les mêmes téléphones qui sont de mauvaise qualité fabriqués en Chine ne rentrent pas dans les territoires, je dirais, français ou belges. Sinon, il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de rigueurs là-bas. Là, c'est la responsabilité du Congo, mais pas la responsabilité de la Chine. Donc, que la Chine nous ait invités et qu'on ait répondu, ce n'est pas une faiblesse. D'abord, il faut reconnaître que par rapport à la Chine, nous sommes faibles. Et quand... C'est un peu comme dans la forêt, madame. Il y a des lions, mais il y a aussi des rats. Il y a aussi des souris dans la forêt. Il y a des lièvres, il y a tout dedans. Donc, maintenant, dans le monde dans le monde international, de relations internationales, il y a des grandes puissances. La Chine est une grande puissance économique. Elle peut réunir toute l'Afrique, comme elle a fait, et même une partie de l'Europe.
Donc là, pour moi, il n'y a pas un problème. C'est à nous de savoir qu'est-ce que nous devons gagner de nos relations avec la Chine et qu'est-ce que la Chine doit gagner de nos relations. Ou qu'est-ce que nous devons, au gagnant-gagnant, qu'est-ce que nous devons accepter que la Chine obtienne de chez nous. C'est à nous de déterminer ça, parce que la Chine aussi détermine ce qu'elle peut nous donner et ce qu'on ne peut pas avoir, on ne peut jamais avoir auprès de la Chine. Elle sait. Nous aussi, nous devons le savoir. Donc, c'est à notre pays, à notre gouvernement, au président de la République, de pouvoir déterminer les types d'offres et de coopération qu'on doit avoir avec la Chine. Merci Philippe Kazadi. Alors, nous parlons tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Après l'événement malheureux, l'incident, voilà, c'est le bilan. Après le ministre de la Justice qui a parlé de 2 morts, il y a eu une réunion des crises. Le vice-premier ministre de l'Intérieur parle de 129 morts, des chiffres qui sont du reste rejetés par les organisations de droits de l'homme qui appellent à des enquêtes indépendantes, mixtes. Comment est-ce que vous réagissez? Je voudrais placer un mot en rapport avec les propos de mon ami. Je n'ai pas dit que ce sommet-là n'était que négatif. J'ai émis des inquiétudes. Et justement, nous tombons dans le piège de comparaison en disant qu'est-ce que l'Occident nous a tout apporté. Le français que vous parlez, c'est l'héritage de l'Occident à travers la colonisation. Déjà, notre pays, le Congo, ça a été pensé et dessiné par un blanc. C'est pas fait par le Congolais. Les routes que nous utilisons ici, même à l'intérieur du pays, c'est l'héritage des autres. Et qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que la Chine a apporté? Le barrage d'Inga, le plus grand investissement, infrastructure du pays, n'a pas été fait par les Chinois. Je refuse qu'on puisse mettre les Chinois, on enlève les Occidentaux, on remet les Chinois. Parce que les Chinois sont pareils. Devant leurs intérêts, ils vont privilégier ceux qui apportent beaucoup. Comment on dit? Le volume d'échange commercial entre les États-Unis et la Chine, entre l'Occident, l'Union européenne et la Chine est des lois supérieures à ce que l'Afrique tout entière peut apporter. C'est-à-dire entre les deux, si la Chine exige quelque chose, si l'Occident exige quelque chose des États-Unis ou à la Chine va l'exécuter. On avait le contrat chinois ici à la hauteur de 8 ou 9 milliards. Quand le Fonds monétaire international et les Américains ont refusé, ça a été revu à 3 milliards de dollars. Donc, ne pensons pas qu'il y a des saints qui seront là pour le Congolais tant que les Congolais eux-mêmes ne vont pas s'y mettre. C'était très bien de dire que nous allons avec quoi? Quel agenda? Quelles sont nos attentes? Nous avons des projets, mais vagues. Un projet est quantifié au centime près. Un projet est déterminé dans la durée. Qu'est-ce que nous voulons? Nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin des écoles, nous avons besoin de routes, des dessertes agricoles, d'échanges de technologies, parce que nous sommes un pays chantier. Mais quand nous y allons, nous allons avec quoi? Que le gouvernement puisse nous apporter, des réponses, oui, mais nous pouvons aussi réfléchir. Merci Serge. En tant que journaliste, j'ai le droit d'analyser, de prendre les tenants et les éléments, de les analyser avec tous les risques de me tromper comme tout être humain, mais aussi d'être pas très loin de la vérité. Parce que nous avons vu ce que les autres ont apporté. Et vous et moi, on est d'accord que ce n'était pas super, mais ce que la Chine apporte aussi. C'est pas qu'on arrête de nous faire voir que la Chine va apporter des solutions là où nous-mêmes ne sommes pas capables de faire quelque chose. Donc, commençons et puis les autres viendront nous aider. C'est ça ce que je voulais dire. Merci Serge. Alors, revenons sur le deuxième sujet. Ce qui s'est passé à la prison centrale de Makala. Non, mais non, on parle de la guerre des chiffres, hein, et puis l'appel des ONG, donc des enquêtes indépendantes. C'est parti de ce qui s'est passé à Makala. Oui. On a parlé des tentatives d'évasion. Et une forme de prison break que ça tirait jusqu'au petit matin, et que le premier officiel a donné un bilan, c'était le vice-ministre de la Justice qui a parlé de 2 morts. Qui était sur place d'ailleurs. Après, oui, il n'a vu que 2 morts.
Et pendant qu'elle lui parlait des 2 morts, sur la toile, on a vu des images de gens, des corps et des gens qui expliquaient. Mais le ministre, lui, le vice-ministre, nous a parlé des 2 morts. Et ensuite, le ministre de l'Intérieur est revenu avec un chiffre assez élevé. Que ce soit 1 mort ou 100, ce sont des Congolais. La prison devait être les lieux le plus sécurisés. Vous savez, pendant la période de Covid ici, la prison centrale de Makala a été les lieux le plus protégés, où il n'y avait aucun risque de contamination sanitaire, dans ce sens que rien n'entrait, rien ne sortait. En tout cas, tout ce qui entrait à la prison était filtré, était contrôlé. Au jour d'aujourd'hui, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si le gouvernement se contredit à ce qui concerne les chiffres, parce qu'il y a une autre comptabilité des sources non répertoriées qui parleraient de plus que ça. Exactement, je ne sais pas de plus que ça. Mais pourquoi ça devait tirer dans la prison? Et pendant autant de temps. On n'a pas à se féliciter. On n'a pas à se féliciter, c'est l'image du pays que nous sommes en train de vendre. C'est-à-dire, dans cet espace c'est des Mbao réservés à la rééducation des populations, subir tout ce que nous avons subi là, vous comprendrez qu'on n'a pas tous les éléments. C'est-à-dire, il y a l'émotion à la fois, il y a, et parmi les morts, est-ce qu'on peut les répertorier? Qui sont exactement morts? Qui sont exactement blessés? Est-ce que tous les prisonniers sont là-dedans? Les Kaba et les autres sont-ils là? Ou sont sortis? Y a-t-il des gens qui se sont enfouis? Autant de questions qui restent. On a dit qu'il n'y a pas eu évasion. Ça a été stoppé. Si ça a été stoppé, c'est que ça a commencé. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sortis de la prison, il n'y a pas eu évasion. On ne peut pas stopper quelque chose qui ne s'est pas effectué. Tentative. Cher ami, s'il y a eu en fait, nous attendons, hein, on n'a pas été là, mais des sources que nous recevons, qui sont des informations que nous recevons de nos sources, qui ne sont pas certifiées, qui ne sont pas crédibles, raison pour laquelle on ne peut pas les avancer ici. Hein, c'est pas ça le travail des journalistes. Et nous ne faisons pas de l'intox ni dans l'opinion. Non, là nous parlons par rapport à la demande des ONG des droits de l'homme. Est-ce que vous êtes d'avis qu'il faudrait une enquête indépendante? J'en arrive. C'est-à-dire que nous avons des informations éparses qui proviennent des sources non sûres, hein, disons-le. Alors, il faudrait une enquête, mais une enquête, si ça doit être mené par le ministre qui a dit qu'il y a 2 morts, on voit déjà de quel côté on va tirer les pénaltys. Non, peut-être là, c'était à chaud, hein. Après cette tentative, il était sur terrain. Vous pensez que atténuer. Vous pensez qu'on peut prendre quelqu'un, le mettre à la tête d'une machine, parce que le ministre titulaire n'était pas là. C'est lui le ministre, c'est lui qui a fait les ministres. Avec tous les services pénitentiaires, de renseignement et tous les autres, vous vous permettez d'avancer 2 morts et vous dites que c'était dans la précipitation. Un politique ne parle pas dans la précipitation. Il fallait se retenir, dire peut-être qu'il y aura des enquêtes. C'est pas à moi de l'apprendre à faire le ministre. Il a été ministre et la République l'a jugé digne de siéger à l'institution qui décide, qui conduit au destiné des citoyens. On n'a pas à vous faire une photo, une topo par rapport à ça, Madame Gisèle. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait, parce que l'affaire est déjà publique, qu'on fasse des enquêtes pour dégager des responsabilités. Surtout, pensez à 2 choses. À prévenir ces genres de choses, mais aussi à dépeupler, parce que la prison de Makala... Nous allons en parler quand nous reviendrons sur les recommandations. Okay, alors, l'appel à des enquêtes mixtes, indépendantes, des ONG, et puis il faut parler sur les responsabilités. Serge a évoqué que... bon, pas Serge, hein, selon les organisations de droits de l'homme, on a tiré à bout portant, mais si les autorités ont une responsabilité, du côté des prisonniers aussi, parce qu'il y a des lois pénitentiaires, les prisonniers qui voulaient s'enfuir, il fallait peut-être agir autrement, et qui sont là en prison pour avoir commis des infractions, s'ils sortaient, ils auraient aussi mis la vie de riverains en danger. Voilà, alors on parle un peu en termes de responsabilité. Ouais, merci beaucoup madame pour la question. Bon, je crois que le vice-ministre de la Justice a fait en tout cas une erreur monumentale à ce qui concerne la communication, et ça s'affiche à mon sens un certain amateurisme
parce qu'apparemment il voulait faire du buzz, alors qu'il y avait la vie des gens qui était mise en jeu, qui était en jeu. Et aujourd'hui, on ne devrait pas arriver à cette querelle de chiffres, 2 et puis 120. Et j'ai suivi aujourd'hui que sur les 120, on nous dit que 20 sont morts par coup de balle. Et comment sont morts les autres, les 100 autres? Étouffement. Donc, étouffement. Alors, bousculade, c'est dans ce qui a été dit. Non, moi ça. C'est dans ce qui a été dit. Quand je dis, moi ça me convainc pas. Moi ça me convainc pas, mais il faut qu'on arrive quand même à établir les responsabilités. Il y a des audios qu'on attend toujours sur la toile dire que certains policiers un groupe de policiers serait venu pour exfiltrer quelques sujets rwandais qui seraient à Makala, et lorsqu'ils sont sortis avec ces sujets rwandais, ils ont laissé la porte ouverte et les Congolais voulaient en profiter. Il s'est tombé. Voilà, donc il faut effectivement, comme demandent les ONG, il faut effectivement une enquête indépendante. Mais est-ce qu'elle aura lieu? On connaît quand même dans ce pays, à chaque fois qu'on parle d'enquête, c'est une bonne manière d'enterrer les dossiers. Est-ce que cette enquête aura lieu? Est-ce qu'on saura effectivement la vérité sur les raisons de cette évasion et sur la cause de plusieurs morts? Et dans cette enquête, le vice-ministre de la Justice devra quand même répondre aussi, parce que lui qui était sur place dans la matinée, il était déjà là, et il nous a fait savoir qu'il n'y avait que 2 morts. Comment lui a pu voir, comment il a pu voir, pour atténuer quoi? Il y avait vraiment la pression au sein du public. Non, il était le premier à communiquer sur ça. Il devrait atténuer quoi? Parce qu'il n'y avait pas encore surchauffe. Enfin, en réalité, la question, c'est pas il voulait atténuer quoi, mais il voulait cacher quoi? Il voulait protéger quoi? Toutes ces questions nous amènent à cette immense curiosité d'en savoir un peu plus sur comment on est arrivé là. Et peut-être que cette version de l'exfiltration de quelques sujets rwandais peut être vrai. Rwandais peut être vrai. Parce qu'on ne sait pas. La problématique pour moi essentielle ici, c'est un peu comme évoqué les confrères, c'est la question de la gestion de cet établissement pénitentiaire. Comment il y a surpeuplement? Le ministre Mutamba en a fait déjà large écho en descendant lui-même sur place. Moi j'ai été visiter quelqu'un à Makala, mais je ne pouvais pas faire 10 minutes. C'est insupportable. Insupportable. Et dans l'entretemps, là, on voit que franchement, ce pays avance difficilement. Comment peut-on manquer des prisons pour incarcérer les gens? Et tous les ministres qui passent décrivent la même situation, qu'il y a pléthore de prisonniers, où il y a surpopulation de prisonniers à Makala. Et tout le monde le voit. Et tout le monde sait qu'on prend des gens de la police, du sous-SIAT, et directement on l'envoie à Makala. Certains sont là sans procès. Je ne voudrais peut-être pas parler des figures emblématiques de la politique, mais on sait qu'il y a des gens qui sont là-bas sans procès. Comment ils se retrouvent là-bas? Donc le système judiciaire et pénitentiaire de notre pays doit être repensé et doit être reconsidéré. Parce que continuer comme ça signifie que demain, on va arriver à quelque chose de pire. Par quel mécanisme 100 personnes pourraient trouver la mort à Makala? Étouffement. Bon, alors, ils sont déjà étouffés. Hein. Maintenant, on lui dit, je m'imagine le scénario, donc ils voulaient sortir par une petite porte, et du coup... Quand il y a eu le tir des sommations... Quand il y a eu des sommations... Alors, ils se sont bousculés. Non, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on nous dise la vérité. On a besoin de la vérité. Le ministre de la Justice, Mutamba, peut nous aider à connaître cette vérité à travers une enquête évidemment indépendante. Voilà. Alors, si on veut parler des responsabilités, je pose une question à Philippe, parce qu'il y a même des ONG, des voix s'élèvent, même les politiques surtout. On a suivi les réactions de Moïse Katumbi, Mukwege, Fayoulou, parce qu'en prison, il y a de loi carcérale. Oui. Et puis, les prisonniers savent qu'il y a une barrière qu'on ne peut pas franchir. Je crois qu'on appelle ça, c'est le truc de la mort, barrière... Le couloir de la mort. Le couloir de la mort, voilà. Oui. Mais ils ont quand même franchi ce couloir, le 24, selon ce qui a été dit. Ouais. Alors, dans cette situation, quelle devrait être la réaction des autorités ou bien de la police en tout dans cas, cette situation? que je sache... Les prisonniers, on ne sait pas si c'était quelle catégorie des prisonniers, parce qu'il y a des brigands. S'ils avaient franchi, ils étaient sortis quoi? Ils avaient traversé le mur de la prison, ça aurait aussi été un danger
pour la population riveraine. Bon, on devait réagir comment? On avait vu la grande évasion qu'il y avait avec Nemonansem ici. Oui. Mais je crois qu'il n'y avait pas eu de mort dans les environs de la prison. C'est pas pour justifier. Mais il y a ce qu'on appelle le couloir de la mort. Ça veut dire entre le mur que nous voyons de l'extérieur, il semble qu'il y ait un autre mur à l'intérieur. Et entre les deux murs, il y a un couloir. Qu'on ne peut pas franchir. Qu'on ne peut pas franchir. Enfin, qu'on ne peut même pas piétiner. Donc, dès que vous êtes là, vous êtes considéré comme un évadé et subir... je crois qu'ils étaient là. Donc, ils sont parvenus à sortir, à dépasser déjà un mur, le tout premier. Ils se sont retrouvés là dans l'incapacité de pouvoir sortir. Il y a quand même le loi de la République qui existe en la matière et ces lois devraient être appliquées. Si la loi dit qu'il faut tirer, eh bien, l'agent qui est commis à la sécurité, les militaires ou le policier qui est commis là, s'il n'exécute pas, il sera lui aussi exécuté. Donc j'estime que là, parce qu'avec les prisonniers, on peut quand même possible à dîner. Il faut être très dur avec eux. Donc maintenant, si se sont retrouvés là et qu'on a tiré sur eux, on aurait dit tirer sur les 120. Non, les autres étaient bousculades. On aurait dit tirer sur les 120. 24 étaient dans le couloir de la mort. Et vous imaginez qu'il y a 120 personnes qui sont dans le couloir de la mort. Non, il n'y a 24, que 20 qui trouvent la mort par tir et 100 autres meurent par asphyxie ou bien par étouffement. Donc ça devient quand même une communication pour essayer de dédouaner les responsabilités de ceux qui devraient quand même maîtriser la situation. Les responsables de la prison. Qu'est-ce qu'il dit jusqu'à présent? On ne l'a pas entendu. Peut-être qu'il est obligé de se taire en pareille situation. Espérons que dans les jours à venir, on saura un peu plus sur ce qui s'est passé. Mais nous avons besoin de la vérité. Les Congolais ont besoin de connaître la vérité pour que cela ne se récidive pas. Alors, ce n'est pas la première tentative, ou la première évasion à l'époque Musée, avec les mois d'Ansemi, ça se répète. Alors, qu'il faudrait-il faire pour que ça se répète pas, ça se répète plus? Et puis, qu'est-ce qui est à la base? Parce que si ça se répète, c'est que il n'y a rien qui a changé, malgré ce qui s'est passé avec Nemonansem. Je voulais ajouter un mot sur le propos du confrère. En fait, c'est le gouvernement qui nous gère, y compris la prison. Ce n'est pas la responsabilité, ici je dirais, d'un individu, de Moutamba ou de Mbemba, de son vice-ministre. C'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a communiqué à travers un de ses membres. Et moi, j'aimerais voir la réaction de la chef du gouvernement par rapport à cette communication. Là, c'est la confiance du gouvernement qui est engagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des MPOX. Devrions-nous faire confiance à la communication des ministres et des membres du gouvernement parce qu'on nous a parlé des 2 morts, alors que, heureusement, ce ne sont pas les ONG qui ont contredit en premier, c'est un autre membre le gouvernement qui s'est contredit. C'est-à-dire, le gouvernement gère des Congolais qui sont rationnels, qui sont intelligents, qui sont autant que le membre du gouvernement ont des collègues de classe qui sont peut-être enseignants aujourd'hui, qui sont avocats. C'est-à-dire, ils n'ont pas le monopole de la réflexion. Ils ont l'avantage d'avoir des services qui viennent en appui à leur travail. Mais, avant de communiquer, pensez que vous vous adressez aux gens qui sont rationnels, même autant informés que vous, parce que ces gens-là, nous avons tous des amis en prison. Je fais un clin d'œil à Mike Mukeba, qui est un confrère, un ami, qui est en prison. Donc, ce sont des sujets qui nous concernent, donc à plusieurs titres d'ailleurs. Mais par rapport à ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que les mesures n'ont pas été prises après ce qui s'est passé avec nous avons été quelquefois en prison visiter des gens de connaissances pour aller peut-être assister. Il y a un système d'organisation en prison tel que, déjà quand vous y entrez, vous perdez votre macaron, vous ne sortez pas. Ok. Il y a même vous devenez prisonnier. C'est-à-dire, on doit mener des enquêtes, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Si vous n'avez pas votre jeton, vous ne sortez pas. Il y a des prisonniers qui sont un peu des doyens, qui participent au contrôle, qui ont des talkie-walkie. C'est-à-dire, il y a une organisation. Moi, je ne pense pas avec cette organisation, quelqu'un peut s'improviser, comme ça, de l'intérieur, à organiser une évasion. Non.
on doit vraiment, Nama Nzambe, nous expliquer ce qui s'est passé. Tout le monde même là, quoi. Donc, par miséricorde, dites-nous ce qui s'est passé parce que ça ne passe pas dans la tête. Non, là, c'est même un trou, hein. Ils ont fait un trou. Ça bloque quelque part. Comment on peut trouver le mur de la prison de Makala? Comment? Avec quoi? Peut-être avec une arme d'assaut. Peut-être avec une lance-roquette. Peut-être, j'ai dit. Mais comment on peut trouver? Avec quoi? Une gilette de tournevis? Non, arrêtons. C'est-à-dire, on a besoin de l'information, mais surtout de faire en sorte que le prisonnier qui sont là-dedans vivent dans des conditions, en tout cas, acceptables. Le ministre lui-même a fait le constat, il avait promis, mais aussi qu'on puisse dépeupler. Il y a trop. La prison était construite pour 1500 maximum, au grand maximum prisonniers. Aujourd'hui, ils sont presque à 10 fois plus, à 15 000. Donc, je ne sais pas comment on peut gérer. Et puis, un autre élément, ça tirait de la nuit jusqu'au petit matin pour ne constater que 20 morts par balle. Et pourquoi ça continue à tirer? 129. Hein? 129. Ah, 24 par balle, d'autres bousculades. Oui, mais ça tirait de la nuit jusqu'au petit matin. Les gens dans le para et dans le voisinage, on a entendu. Sommation, des sommations. Mais sommation par rapport à quoi? Sommation, c'est une, deux fois, troisième fois, on tire. Sommation, on vous somme, on vous avertit. On vous a instruit d'arrêter. Et si vous n'arrêtez pas, c'est la rébellion, on vous traite comme un rebelle. Et ça c'est connu, donc on devrait vraiment, et puis les munitions qu'on a utilisées, ce sont les munitions de la République achetées par l'argent du Trésor. On ne peut pas les utiliser comme ça pour nous dire on a fait des tirs de sommation toute la nuit. Donc, alors les mesures n'ont pas été prises après les tentatives, les évasions. Je ne veux pas dire que les mesures n'ont pas été prises. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça c'est un élément ponctuel qui est arrivé par rapport au bon fonctionnement de la vie des prisons, le surpeuplement, tous les problèmes quotidiens. Mais ce qui est arrivé là, c'est quelque chose de ponctuel qui devrait être expliqué au grand public. Sinon, si on a un respect pour la population, on doit vraiment expliquer. Et moi, j'aimerais peut-être que Hollywood puisse faire un film là-dessus, pour vous compreniez exactement qu'est-ce qui s'est passé exactement. Vous avez parlé des évasions précédentes. La plus célèbre, c'est celle des Demandacé, mais où les portes de prison sont restées ouvertes, des gens sont sortis. Pourquoi on n'avait pas tiré à l'époque? Et certains qui sont sortis jusque-là ne sont jamais rentrés. Lui, il avait les portes étaient restées ouvertes. Et là encore, on avait attendu, on n'avait pas reçu toutes les explications. Alors, aujourd'hui, pourquoi il y a cet élément nouveau, les tirs à l'arme? Et puis, du temps de Demandacé, ça tirait après, quand on devait maîtriser, mais il n'y avait pas autant de morts. Là, c'était une évasion mystico-religieuse. Bon, si vous êtes experte en cette matière, moi non. Moi, je ne sais pas m'expliquer en ce qui concerne le mystique, mais pour dire qu'à la fin, c'est aussi l'image du pays qui en pâtit, quoi. On doit aimer les Congos, on doit travailler pour son honneur. Quand nous disons certaines choses, c'est pas parce que nous sommes contre, non, parce que nous voulons plutôt que les choses aillent mieux, qu'on fasse mieux les choses comme ça se passe ailleurs. Imaginez vraiment que les gens qui nous suivent, nous sommes câblés, donc nous sommes dans le monde avec les autres. Un ministre qui dit, après évasion, ça a tiré, il n'a eu que 2 morts. Même les élèves de l'école primaire qui résolvent des problèmes à leur niveau, ils vont dire, mais c'est impossible. Parce qu'avec leur Nintendo, quand ils jouent, des choses comme ça, ils peuvent voir comment les armes à feu peuvent faire des dégâts de manière virtuelle. Et en vrai, vous nous parlez de 2 morts. Respectez-nous. Alors, pour certaines personnes, les têtes doivent tomber. Oui, madame, effectivement, il faut qu'on établisse les responsabilités. Mais moi, pour avoir visité une fois Makala, un peu comme dit le confrère, je m'imagine avec quoi on a pu trouver les murs de Makala. C'est pas possible. Le seul cadre ou la seule voie par laquelle on peut sortir de Makala, c'est par la grille. C'est pas la grille. C'est pourquoi l'évasion des Demandacé s'est passé par là. Ils n'ont pas cassé les murs. Parce que c'est pas possible.
Attention, il y a des... Non, c'est pas possible. Excusez-moi, c'est pas possible de faire ça. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que à l'intérieur de la prison, il y a quand même tous les services de sécurité aussi qui sont dedans. Ça veut dire qu'il y a un groupe des prisonniers, parce que c'est pas un mouvement spontané, hein. C'est pas un mouvement spontané. Il y a un groupe des prisonniers, qui s'est organisé pour enfin trouver les murs. Et pour s'organiser, donc ils ont eu le temps de discuter, ils ont eu le temps de décider et de s'organiser et d'agir. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce qu'il y a les services à l'intérieur. Qui les infiltrent. Ça, j'ai relevé le fait qu'il y a des doyens qui participent même à la gestion comment on dit, la gestion quotidienne. La gestion quotidienne, la gestion des prisonniers. Ceux-là n'étaient-ils pas au courant de ce qui s'est préparé, si quelque chose s'est préparé? Parce qu'on ne peut pas, moi personnellement, me faire croire que c'était un mouvement spontané. Les prisonniers se sont dit la nuit, non, Tomboukamur, et puis ils sont venus, ils ont commencé à faire ça. Non, soit qu'il y a eu préparation à l'interne, soit qu'il y a eu un mouvement qui est venu de l'extérieur pour le faire entrer. Donc il y a beaucoup de questions auxquelles nous avons besoin de réponses. Mais je ne suis peut-être pas d'accord avec le confrère lorsqu'il dit que c'est le gouvernement qui a parlé. Moi je crois que jusque-là, le gouvernement n'a pas encore parlé. On considère que le gouvernement a parlé à partir du moment où une décision a été prise en Conseil des ministres. Mais là, il y a un membre du gouvernement, le vice-ministre en l'occurrence, qui a pris parole et qui doit être tenu responsable de ses propres propos, parce que même le porte-parole du gouvernement ne peut pas parler seulement comme ça, qu'on considère que le gouvernement qui a parlé. Il faut une décision du Conseil des ministres. Et il a été contredit par un autre membre du gouvernement, qui s'avère être le ministre de l'Intérieur. Donc pour moi, le gouvernement ne s'est pas contredit. Il y a deux membres du gouvernement qui se sont contredits, et c'est ce qui doit pousser effectivement la responsabilité de la vice-première ministre à pouvoir approfondir des enquêtes et établir les responsabilités des uns des autres. Justement, là, vous me donnez l'occasion de constater qu'il y a un dysfonctionnement dans le chef du gouvernement de la République, que les choses ne se font pas. Parce qu'un ministre, un membre du gouvernement, avant de s'exprimer, s'enquiert de la situation. Mais ils ont tous les services, mon Dieu. Ils ont tous les staffs, ils ont toutes les divisions. Et à quel moment la parole du vice-ministre, d'un membre du gouvernement, à quel moment il parle au nom du gouvernement, ou à quel moment il parle à titre personnel? Comme les cas, quand il est chez lui à la maison. Comme les cas d'espèce là, il a parlé à son propre compte. S'il vous plaît. Ça n'engage pas le gouvernement, à mon sens. Oui, heureusement, à votre sens, mais le monsieur était sur le terrain. Il a constaté et il s'est exprimé. Il a parlé comme membre du gouvernement, cher ami. Oui. Il n'a pas parlé comme à titre personnel. C'est supposé que... Mais je suis d'accord qu'il a parlé comme membre du gouvernement, mais on ne peut pas dire par là que c'est le gouvernement qui a parlé. S'il vous plaît. Ça n'engage pas le gouvernement. Mais ça n'engage pas le gouvernement. Ça engage le gouvernement parce que vous reconnaissez qu'il est membre du gouvernement. Il s'est déplacé au nom du gouvernement de la République. C'est au gouvernement de dire ce que vous êtes en train de dire. Vous voulez me dire que tout ce que vous dites engage votre famille? Mais nous sommes quoi? Nous parlons... La famille sera engagée si elle s'est réunie, et qu'elle a pris une décision. Soyez cohérents. Le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur la question. Est-ce que je peux parler? Le gouvernement s'exprime à travers ses membres. Ce n'est pas seulement Mouyaya qui s'exprime par le gouvernement. Quand il s'agit du sport, c'est le ministre du sport qui va s'exprimer. Quand il s'agit de la justice, c'est le ministre de la justice. Et en l'occurrence, le ministre s'est exprimé comme membre du gouvernement. Donc, par conséquent, c'est logique, au nom du gouvernement. Mais tenez que le ministre est responsable de son secteur. Mais il s'agit de quel secteur? Quel secteur gère la justice? C'est le secteur de la justice. Quel est le ministère qui gère la justice? Il y a le ministère de la justice et le ministère de l'Intérieur qui interviennent en termes de sécurité. Tous les deux se sont déjà exprimés. Mais nous ne pouvons pas considérer... Mais vous n'avez pas... Excusez-moi. Parce que les chiffres avancés par le ministre de l'Intérieur peuvent aussi être revus à la hausse ou à la baisse. Vous n'avez pas constaté... Après les enquêtes, vous n'avez pas constaté... On ne peut pas, à ce niveau, à mon sens, considérer que c'est le gouvernement qui s'est exprimé. Oui, vous voulez faire l'avocat du gouvernement, je suis d'accord. Non, je ne suis pas l'avocat du gouvernement, je suis l'avocat de la vérité. Mais je suis en train de vous dire, deux membres du gouvernement se sont contredits, le gouvernement s'est contredit. Vous ne me direz pas le contraire. Vous n'avez pas le moyen de me prouver le contraire. Merci à vous. Alors, 1 minute, 30 secondes, 30, c'est pour les recommandations. Qu'est-ce que vous recommandez? 30 secondes, Serge. Qu'on puisse revoir le système pénitentiaire de la République démocratique du Congo. Je pense que le ministre Moutamba était déjà sur
le dossier, qu'il puisse accélérer les processus de construction, de réhabilitation et même d'humanisation des prisons, parce que les prisons devaient être des lieux où on refait des citoyens ceux qui peuvent être récupérés. Les prisons ne devaient pas être des mouroirs. Et le gouvernement devait prendre ça à cœur. Malheureusement, pour le membre du gouvernement, tout est urgent, tout est à refaire au même moment. Mais en tout cas, le cas de Makala nous a prouvé que rien n'est laissé de côté. On doit revoir, dépeupler, reconstruire, réhabiliter et puis merci Serge. revoir les systèmes pénitentiaires. On a vu aussi que des femmes ont été violées. Hein. Voilà, donc à ce qu'il a dit, moi je voulais simplement marteler sur le fait qu'il faut qu'on établisse les responsabilités des uns et des autres et que on puisse tirer les conséquences, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la justice. Il faut que les conséquences soient tirées pour que ça ne se répète pas. Parce que moi je suis convaincu que ce mouvement ne peut pas d'un claquement de doigts venir dès l'intérieur. Pour qu'on arrive à trouer même le mur de la prison. C'est pas possible, madame. Cette organisation, en fait, si ce mouvement a existé, s'il y a eu organisation au préalable, donc les services de sécurité qui sont à l'intérieur de la prison sont défaillants. Donc il faut qu'on tire des conséquences ou des responsabilités. Merci Serge Nseka. Merci Philippe Kazadi. C'est moi qui vous remercie. Merci aux fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci au coach Doudou Montiri. Merci à la grande équipe technique. Madame, Monsieur, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.